Ouais, bien, bonjour à tous, merci à tous d'être et toutes d'être là ce matin pour notre 5e événement déjà de notre festival Building Beyond. C'est la 2e édition de ce festival qui pense le futur des villes et des infrastructures. Et ce matin, on va s'atteler à penser le futur des souterrains et à vous présenter des solutions qui pensent et veulent révolutionner un petit peu la manière dont on construit et dont on exploite nos sous-sols. Alors du coup, juste avant de partir sur la présentation de ces 3 solutions qui sont présentes ici ce matin, je voulais peut-être vous raconter, vous présenter rapidement Léonard Paris, ce que c'est, et voilà, où vous êtes en ce moment. Alors, est-ce que je pourrais juste savoir qui n'est jamais venu à Léonard ici, pour qui c'est la première fois? Bon, bah, on a quelques personnes dans la salle et on a quelqu'un qui triche. Du coup, donc, pour vous présenter juste rapidement, Léonard, donc, c'est la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci. Donc, c'est aussi un lieu où on incube des startups, où on propulse des entrepreneurs. D'ailleurs, il y en a un ce matin qui viendra présenter sa solution. C'est aussi un lieu de rencontre où nous organisons tout au long de l'année, et pas seulement pendant ces 15 jours du 24 juin au 4 juillet, des rencontres, des conférences, des cycles, comme par exemple le cycle de rencontres sur l'IA que nous venons de terminer le 19 juin dernier. Voilà, donc nous allons commencer sans attendre avec Marc Aznor, qui est directeur de la Tunnel Factory, donc une nouvelle entité hébergée à Léonard Paris et qui rassemble des membres de toutes les entités de Vinci Construction pour penser de nouvelles manières de construire les réseaux souterrains. Alors, nous allons vous donner tout de suite un micro et moi je vous transmets. Voilà, c'est à vous. Il faut juste pointer par là pour passer les steps. Voilà. Oui. Bonjour à tous, donc Marc Aznor, j'appartiens à l'entreprise Vinci Construction Grand Projet et j'ai la chance de diriger la Tunnel Factory qui est une nouvelle entité de R&D de Vinci Construction dans le domaine de la réalisation des travaux souterrains. Oui. Voilà, donc on part du constat que les marchés de travaux souterrains sont en plein essor, que ce soit sur les problématiques de transport urbain, de mobilité dans des environnements qui sont de plus en plus saturés, ou d'accès logistique, donc futur, à des hypercentres hyper encombrés où on souhaitera qu'il y ait de moins en moins de voitures. Et Paris montre l'exemple par son programme très ambitieux de métro. Donc 250 km de tunnels à réaliser, c'était énorme. Il y a aussi beaucoup de projets en devenir dans les domaines de l'énergie renouvelable, transport d'eau usée, adduction d'eau, enfouissement des déchets, qui mobilise également énormément de ressources en travaux souterrains. Et alors, quels sont les acteurs ? Jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, la réalisation d'ouvrages souterrains complexes et particulièrement de technologies dites avancées comme les tunneliers était un peu l'apanage de nos grandes entreprises de génie civil européennes qui s'exportaient très bien au niveau mondial. Maintenant, on a été rattrapé par une multitude d'entreprises avec d'énormes moyens, en particulier les entreprises chinoises, donc qui se sont appropriées les technologies. Et à l'autre bout du spectre, on a des disrupteurs comme la Boring Company d'Elon Musk qui font beaucoup de communication, mais qui en même temps montrent que ce domaine est susceptible d'évoluer à coup d'innovation pour être plus performant et réellement créer plus de valeur en réalisant les ouvrages de manière plus rapide et moins onéreuse. Donc la réponse de Vinci Construction face à ce double constat de marché en développement et de concurrence accrue, c'est de dire, bon ben voilà, nous, il faut qu'on reste dans la course, qu'on soit toujours à la pointe
de la technologie. Et pour ça, on a des entreprises dans le groupe qui bénéficient d'une expertise technique très importante, que ce soit dans la réalisation d'ouvrages, dans la conception, la production, la fabrication de machines ou la mise en œuvre de services associés. Et donc est venue naturellement l'idée de mettre une petite équipe de recherche basée à Léonard. Et pourquoi Léonard? Parce que, comme vient de vous l'expliquer Claire, c'est un endroit où on côtoie des acteurs des nouvelles technologies qu'on va essayer de mettre en œuvre à côté de nos techniques plus traditionnelles qui relèvent plus de l'industrie lourde que de la high-tech. Alors notre manière de travailler, c'est par de brainstorming, d'identifier des sujets dont la technicité, la valeur ajoutée, le caractère économique sont sanctionnés par un comité, je dirais, de sages au niveau d'Incy Construction, qui donnent leur feu vert ou leurs recommandations pour lancer la recherche et le développement d'un sujet qui donne lieu à des tests, soit sur des maquettes, soit en grandeur nature sur nos chantiers, principalement nos chantiers parisiens, et après sont adaptés, et l'objectif c'est de les déployer sur tous nos chantiers. On recherche par là quatre grandeurs ou valeurs principales qui sont, d'un point de vue concurrentiel, une certaine différenciation. Sur les risques, les travaux souterrains sont parmi les travaux de génie civil les plus risqués, donc à une minimisation des risques, à une augmentation, amélioration de la sécurité pour nos compagnons aussi bien que pour les riverains, donc la réalisation des travaux, et enfin optimiser le coût de réalisation des ouvrages. Nous structurons notre approche selon trois axes principaux. Le matériel, donc l'amélioration de nos machines par robotisation, automatisation. L'aspect géotechnique, connaissance du sous-sol, une meilleure connaissance du sous-sol, qui est donc un aspect fondamental pour la conduite des machines en souterrain. Et l'adjonction de data science, intelligence artificielle, dans un domaine qui en est pour le moment totalement dépourvu. Alors le matériel, l'automatisation, pourquoi les travaux souterrains, je vous le disais, sont un endroit particulièrement risqué, et donc on cherche à automatiser, robotiser les tâches répétitives, éventuellement considérées comme plutôt dangereuses, donc qui pourvoient des accidents, et qui sont à une, disons, faible intelligence humaine ajoutée. Et ça nous permet d'augmenter donc la sécurité de nos compagnons et la fiabilité de réalisation de nos ouvrages. L'aspect géotechnique. Alors celui-là est assez fondamental. Il faut imaginer qu'un tunnelier, c'est un peu comme un sous-marin. Il a une connaissance très limitée de l'environnement dans lequel il évolue. On a, comme vous le voyez là, accès à des données géotechniques, disons, traditionnelles via des sondages, comme vous voyez sur la coupe en long qui est en bas. On s'attache à développer et à systématiser des techniques de reconnaissance qui nous permettent d'avoir une connaissance plus fine au niveau local de ce que vraiment rencontre le tunnelier par des nouvelles technologies. Donc ça, c'est notre deuxième axe. Et enfin, notre troisième axe, c'est l'aspect data, intelligence artificielle. On s'appuie sur le retour d'expérience de chantier depuis, disons, une petite vingtaine d'années, et par les données recueillies
on cherche à développer des algorithmes pour mettre en évidence des phénomènes ou des lois de comportement du terrain, de la machine, des avoisinants dont on fait une auscultation en temps réel. Et en amalgamant tout ça, arriver à une optimisation du fonctionnement de la machine que l'opérateur lui-même, même avec toute l'expérience qu'il peut emporter avec lui, n'est pas capable de mettre en œuvre sans un appui de l'intelligence artificielle. Ça, c'est donc vraiment la rencontre entre les nouvelles technologies et nos métiers traditionnels. Voilà, je vais conclure là-dessus et vous dire qu'on est dans une démarche assez ambitieuse et multidisciplinaire. Et je serais ravi de répondre à vos questions plus tard. Merci pour votre attention. Restez là 5 minutes. Merci beaucoup Marc. Du coup, donc si on a le temps un petit peu de quelques questions, si vous en avez, voilà, en tout cas vous pouvez les poser dès maintenant. Alors on a quelqu'un tout là-haut, madame, allons-y. Bonjour, Cécile Rénal. Donc moi, juste comme question, est-ce que vous auriez déjà des applications concrètes pour illustrer un peu vos propos qui restent quand même assez théoriques? Alors, oui, je pense qu'on va avoir une présentation à suivre sur un cas d'application concret. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais on travaille, si vous voulez, sur un tunnelier. Par exemple, il y a beaucoup de tâches répétitives, comme je l'indiquais, comme par exemple la pose du revêtement. La pose du revêtement aujourd'hui est faite par des compagnons. Et c'est à la fois ça prend du temps et c'est générateur d'accidents parce que ce sont des tâches très délicates avec des manipulations d'éléments très lourds. Donc là, on travaille à la robotisation. Ce sont des tâches longues. Il faut comprendre que c'est des sujets qui nous emmènent loin et qui sont sur des machines qui sont très chères et qu'on utilise beaucoup, mais à notre échelle, on n'a pas beaucoup en exploitation en même temps dans l'entreprise. Donc, on y va petit à petit. Ce sont des développements qui se comptent en années et ça ne fait pas très longtemps qu'on a démarré et on répond sur de toutes petites interventions, alors mais ça qui ne valent pas le coup que je détaille ici, à des besoins chantiers identifiés, donc retour d'expérience et de besoins de nos compagnons, nos conducteurs de travaux, et puis sur des sujets beaucoup plus de fond, comme celui que je viens de vous expliquer, qui demandent de l'expérimentation et pas mal de temps de développement. Et si je résume quand même ce que j'ai compris, c'est que c'est pour vos besoins, vous, propres, en interne, que vous avez commencé ces travaux-là, ou est-ce que ça permet de faire ensuite un nouveau service pour les clients? Alors, le service pour les clients, vous l'avez... via le prix, ok. Vous l'avez à travers l'optimisation des coûts. Parce que qui dit un coût plus faible, on dit un positionnement concurrentiel meilleur, mais également une offre plus attractive pour le client. Quand je parle de sécurité et de fiabilisation du planning, c'est sécurité pour les tiers, donc les résidents, et en même temps dire le planning, au lieu d'être, je vais vous dire, une énormité, mais on dit c'est 2 ans, et puis on voit que ça va peut-être déraper de 3 mois, 6 mois. Si on a une meilleure compréhension du terrain et un meilleur pilotage de la machine, on est capable de réduire ce risque, en plus comme en moins. Donc ça, ce sont des avantages pour le client, pas uniquement pour nous. Très bien. Une dernière question, s'il y en a une dans la salle, et puis on va enchaîner sur une autre solution. Bon, mais écoutez, on va tout de suite enchaîner donc, sur notre deuxième présentation. Merci. Je vous remercie encore, Marc Aznor.
je reprends vos équipements. Et du coup, donc, je vais laisser la place à présent à Sébastien Maga, ancien entrepreneur donc, chez Léonard, qui a lancé Avus, donc un système de cartographie des sols qui recourt à la réalité virtuelle. Vous allez nous raconter tout ça. Merci. Il faut peut-être appuyer. Bonjour. Oui, ça marche. Bonjour, moi donc c'est Sébastien Maga et comme l'a dit Claire, moi je suis un ancien entrepreneur de Léonard. J'ai commencé mon parcours ici en début de 2018 et j'ai lancé une société au sein du groupe qui s'appelle Avus. Donc Avus, ça veut dire Augmented Visualization of Underground Services. Hop. Voilà. Donc moi, je suis purement un opérationnel et depuis donc début 2018, je me balade pas mal sur les chantiers pour comprendre un peu quel est le problème qui est lié aux informations concernant les réseaux souterrains. L'information qui nous est toujours remontée par les compagnons, les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, c'est qu'en fait, pour obtenir une information précise et fiable, c'est très très difficile, que ce soit en France ou moi je travaille en Angleterre, c'est exactement la même chose et c'est quelque chose qui d'ailleurs arrive partout dans le monde. L'information est peu précise, elle est compliquée à exploiter puisque les informations qu'on nous communique sont souvent sous la forme de papier ou de PDF. On a beaucoup de mal à se représenter en fait la réalité des informations sur le terrain. On ne peut pas mesurer dans ces PDF, les échelles sont différentes et en gros ça génère des risques pour nos équipes chantiers, ça génère des dommages sur les réseaux et on a estimé qu'en France le nombre de cases de réseau est d'environ 60 000 par an, ce qui coûte à notre industrie une centaine de millions d'euros par année, juste pour réparer ces réseaux. J'inclus pas là-dedans comment dire, les possibles blessures, plus la gêne occasionnée aux riverains qui, elle, en Angleterre, a été estimée à 29 fois ce chiffre. C'est-à-dire que si vous dépensez 1 euro pour réparer un réseau, l'incidence sur l'économie en fait, nationale est de 29 fois ce chiffre. Donc nous, notre vision, c'est qu'en augmentant la précision et la fiabilité de ces données, on pourrait dérisquer nos chantiers, donc protéger nos compagnons, on pourrait éviter le nombre de dommages sur les réseaux, on pourrait aussi accélérer la compréhension de ces informations et donc accélérer la vitesse à laquelle on réalise nos chantiers, ce qui ferait qu'on aurait moins de présence sur le réseau, donc moins de gêne occasionnée pour les utilisateurs qui travaillent, enfin le public en général qui travaille autour de nos chantiers. Alors comment on fait ? Ce qu'on fait en fait, c'est notre idée, c'est de rendre l'invisible visible. Et donc pour ce faire, on utilise des technologies innovantes telles la réalité augmentée ou la photogrammétrie pour en fait permettre la visualisation, la modélisation de ces réseaux, la visualisation et la correction en temps réel de ces informations et faire augmenter dans le temps la qualité de ces informations. Donc en pratique, ça se passe comme ça. Donc nos clients nous envoient les informations qu'ils possèdent concernant les réseaux souterrains. Donc ça va être le résultat d'une consultation qu'ils auront faite auprès des concessionnaires ou alors des géodétections qu'ils auront faites sur le terrain. Nous, on va en faire une synthèse et cette synthèse, on va en créer un hologramme qu'on va projeter sur la réalité. Donc ça ressemble pas. Allô ? Help ? Voilà. Donc sur le terrain, on va projeter en fait ces informations. C'est le premier film que je vais vous passer. Je t'ai dit que j'étais le chat noir. Voilà, c'est parti. Donc nous, on n'utilise pas de GPS pour géolocaliser en fait nos modèles. On vient les ancrer sur des affleurants qui sont sur le terrain et qu'on a modélisés dans notre modèle. Donc ici, je suis en train d'ancrer en fait mon modèle sur la réalité et après, une fois que c'est fait, je peux me déplacer dans ce modèle et ainsi visualiser les réseaux qui sont sous le sol.
Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est une visualisation en 3D en fait de ces réseaux. Quand on appuie sur les réseaux, on a ce qu'on appelle des attributs, c'est-à-dire que ça nous donne des informations concernant le propriétaire de ce réseau, la constitution de ce réseau, en quoi il est fait, quelle est sa profondeur, etc. Donc on peut rajouter tout un tas d'informations. Donc ça, je vais le couper. Vas-y. Voilà. Quand on a testé ça sur site, en fait, on a eu des retours de nos opérationnels disant que la 3D induisait en fait un effet visuel qui ne leur permettait pas de la totale compréhension de la position de ce réseau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a plaqué ce réseau sur le terrain naturel et on leur a donné l'équivalent de ce que j'appellerais moi le traçage à la peinture qu'on voit sur tous les trottoirs parisiens et qui est en fait l'équivalent d'une peinture digitale. Donc c'est ce qu'il y avait dans cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, ces informations à la base, elles ne sont pas précises. Donc il nous a fallu trouver une solution qui nous permettait... Ça marche vraiment pas ce... Tu peux m'assister, merci. Donc il a fallu qu'on trouve une solution en fait qui nous permettait d'augmenter la précision en fait de l'information et de récupérer de l'information quand elle était visible devant nous. Donc ce qu'on fait, c'est que quand les tranchées sont ouvertes et qu'on a donc soit les réseaux existants visibles et qu'on constate des disparités entre les informations que nous avez communiquées et la position réelle du réseau, ou lorsqu'on a posé un nouveau réseau, on va prendre une vidéo en fait de cette tranchée. Cette tranchée va nous être envoyée, enfin cette vidéo va nous être envoyée et on va la traiter par un procédé photogrammétrique pour en créer en fait un modèle digital. Donc si je passe, ou si tu peux passer, encore. Voilà, donc on a ici en fait une modélisation, si tu peux lancer le film s'il te plaît. Hop. Devrait venir, voilà. Voilà. Excusez-moi pour la présentation, 2-3 problèmes techniques ce matin. Voilà, donc en fait ça c'est un modèle digital qui a été créé à partir d'une vidéo qu'on a captée sur le terrain. Nous, ce qu'on fait chez Avust, c'est qu'on récupère en fait la génératrice supérieure de ces réseaux pour la réintégrer dans notre base de données, nos modèles, et ainsi augmenter la précision de ce modèle au fur et à mesure du temps. Donc on a un procédé en fait qui est très précis puisque la précision, que ce soit en géolocalisation ou que ce soit en récollement, on est à plus ou moins 5 cm en X, Y et Z. C'est quelque chose qui est stable, donc on ne voit pas de mouvement en fait, de nos modèles sur le terrain. Une fois qu'ils sont ancrés, ils ne bougent plus. Non. On intègre aussi bien la 2D que la 3D, comme je l'ai montré, et on peut visualiser en fait, nos modèles, que ce soit au travers de tablettes, de téléphones ou de lunettes type HoloLens. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Alors, le problème qu'ont les concessionnaires, c'est que, en fait, l'information, elle l'aurait remontée, mais c'est une information qui n'est pas fiable quand elle est remontée. Beaucoup de plans de récollement qui leur sont donnés sont des relevés alors, qui sont soit faits par des géomètres et qui là vont être fiables, ou alors vont être, et c'est ce que j'ai constaté plusieurs fois sur le terrain, un coup de stabilo sur un plan d'exécution en disant voilà on a réalisé les travaux comme ça. Donc c'est une information en fait qui est pas complètement fiable. J'étais avec certains concessionnaires qui sont sur Nanterre et ils m'ont déclaré qu'ils avaient 3 ans de retard aussi sur la mise à jour de leur base de données. Voilà, donc juste pour conclure, grâce à nos systèmes, donc on dérisque nos chantiers. Il n'y a plus de piles, c'est ça? Merci.
Donc on réduit les risques, on réduit les dommages au réseau, on augmente la productivité, donc on réduit en fait la présence de nos équipes sur le terrain. On peut aussi utiliser cette technologie pour réaliser les designs et vérifier que les réseaux ou les structures que l'on va construire ne rentrent pas en conflit avec des réseaux existants. Voilà. Et donc l'évolution en fait de notre projet, ça a la vocation en fait finale, le but ultime est de supporter en fait le développement d'équipements autonomes. C'est de faciliter le planning et le design de structures. C'est aussi d'assister au moment de désastres climatiques, etc. Donc c'est d'avoir une connaissance en fait de ce qui se passe, de où sont placés les réseaux pour pouvoir répondre à des urgences ou planifier la réponse à ces urgences. Et au final, c'est aussi, puisque notre technologie nous permet de voir le sous-sol, mais on peut aussi bien modéliser des éléments visibles, et c'est de pouvoir en faciliter la maintenance aussi, donc de pouvoir guider les équipes opérationnelles et leur donner des indications quant à la maintenance ou des travaux qui ont été effectués sur certains éléments. Voilà, je vous remercie. On a eu un petit problème de zappette encore, mais c'est assez récurrent. Donc vous avez déjà eu des questions pendant votre présentation, mais peut-être qu'il y a d'autres questions qui sont à poser. Voilà, on a quelques minutes avant d'enchaîner sur notre dernier invité. Donc n'hésitez pas. Ça peut parler tout. Du coup... par contre, attendez, parce que c'est... Alors, à Paris, on a travaillé avec les équipes de Sogea sur un chantier à Courbevoie. C'est un chantier, le client, c'est Dalca. Donc, on est en train de poser des réseaux de chauffage thermique. Et donc là, on a utilisé cette technologie pour repérer les réseaux au départ et après faire les récollements de ces réseaux-là. Voilà, mais on a aussi des... Là, vendredi dernier, j'étais dans le nord de la France, du côté de Lille, où les équipes de JL Nord utilisent maintenant au jour le jour notre technologie. On l'utilise en Angleterre et on est en train de se développer sur l'Allemagne aussi. Voilà. Très bien. Je voulais revenir sur vos sources, votre source principale et de base de données. C'est des plans des concessionnaires. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ça va être les plans concessionnaires, mais ça va être aussi le résultat de géodétection qu'on aura fait sur le terrain. Donc nous, on combine en fait toutes ces informations pour créer un modèle. On en fait la synthèse et on crée un modèle. Parfait. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à notre dernier intervenant. Donc, je laisse la place à présent à Jean-Guilain de la Fonta, donc directeur général adjoint de Sixense, qui va nous présenter ce matin non pas une, mais plusieurs, merci beaucoup Sébastien, mais plusieurs solutions digitales pour servir les challenges de la construction. Alors, normalement, si on passe comme ça fonctionne. Super, Voilà. merci. Merci d'avoir testé la technologie avant. Bon, donc je suis très honoré de faire cette présentation pour présenter nos technologies qui sont là pour aider à surmonter les difficultés, les challenges pendant la construction. Donc rapidement, voilà, ça marche. Sixense est une filiale du groupe Vinci, plus précisément Vinci Construction, et encore plus précisément, on fait partie du pôle Soletanche-Fraissinet qui regroupe les sociétés de spécialité de Vinci Construction. Donc on travaille dans le monde entier, on fait à peu près 85 millions de chiffre d'affaires et nous savons des chantiers en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Asie, en Roumanie, en Angleterre, en Espagne, au Mexique, aux USA, au Canada. Alors donc c'est par là, ça marche. Alors quatre thèmes, je vais rentrer un peu dans la technique pour donner des cas concrets justement. Le monitoring. Alors, le monitoring est quelque chose que l'on pratique depuis plus de 20 ans, 25 ans. Monitoring temps réel. On a vraiment, je pense, participé au développement de ce service en offrant justement une capacité à faire du temps réel pour mesurer un certain nombre de paramètres pendant la construction, pour éviter justement qu'il y ait des impacts, des dommages liés à ces travaux, surtout en centre urbain. Alors, pour vous situer... Voilà. Donc quelques projets sur lesquels on a travaillé ces dernières années.
Vous voyez qu'on est dans le monde entier. On a des projets au Canada. On a fini récemment Crossrail, un grand projet qui traverse Londres. On est bien sûr excessivement impliqué sur le Grand Paris. Il paraît qu'il faut que je me mette au milieu, sinon on ne me voit plus. Voilà. Alors, c'est par là. Voilà. Alors sur Paris, on est sur 14 contrats. Actuellement, il y a 25 contrats ouverts pour construire les différentes lignes, la ligne 15, la ligne 14, EOL. Et pour résumer, voilà à peu près comment ça fonctionne. On est intégrateur. On prend différentes technologies de mesure, des mesures qui peuvent être prises par ce qu'on appelle des stations totales motorisées, qui ressemblent à des appareils de géomètre pilotés par ordinateur. Je vous donnerai un slide un peu plus précis tout à l'heure. Il y a la technologie, on utilise des données prises par satellite. Pareil, je rentrerai un peu plus dans les détails. Des données qui sont enregistrées dans le sol, des capteurs de toute nature, des capteurs de GPS, etc. Tout ça, c'est de la donnée. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette donnée. C'est beaucoup de données. Trop de données, tu l'as donnée. Donc, comment transformer cette donnée en information précise, fiable, utile, compréhensible, rapidement par tout le monde. D'où l'intérêt d'avoir un logiciel au cœur de ce service, un logiciel qu'on a développé au sein de Sixense, qui permet de faire ce temps réel. Il y a des alarmes, il y a des informations partagées par tous les acteurs du projet grâce à cette technologie. Alors, juste un petit schéma pour, par exemple, illustrer quel peut être un système d'instrumentation au cœur d'un projet de construction. Il y a un tunnelier là, qui est en train de creuser, il y a des capteurs qui sont posés dans le sol, dans des forages, sur des bâtiments. Le tout, c'est maintenant d'avoir des technologies les plus efficaces en termes d'installation. Donc, on évite de tirer des câbles d'alimentation, de tirer des câbles de communication. On utilise de plus en plus les systèmes de transmission, que ce soit le Wi-Fi, etc. Tout ça pour être encore plus efficace. Donc la technologie de ce qu'on appelle, nous, le cyclope. Donc c'est le principe voilà, d'un appareil qui est positionné à un endroit, bien calibré, qui s'appuie sur des cibles de référence et qui va aller monitorer des cibles qui ont été fixées sur les façades des structures. Et sur les structures, ça donne une précision de l'ordre de 1 mm dans les 3 dimensions, c'est-à-dire que bien sûr, la structure bouge, la cible qui est attachée à la structure évidemment bouge, et donc l'appareil détecte ces mouvements avec une précision d'1 mm, comme j'ai dit, avec des distances entre l'appareil et les cibles de l'ordre d'une centaine de mètres. Donc on couvre toute une région, toute une zone. De même, on fait la même chose sur la surface. Alors, sur la surface, on ne peut pas mettre de cible, donc on a adapté la technologie pour mesurer les distances de façon précise avec un maillage et pouvoir mesurer les tassements ou les soulèvements pendant les travaux avec cette technologie. Alors, un petit exemple, ça c'est à Barcelone, vous reconnaîtrez peut-être la Sagrada Familia. On est donc en train de construire, donc il y a quelques années, la ligne TGV qui relie maintenant Madrid à Barcelone et qui passait juste à côté de la Sagrada Familia. Donc on avait équipé le quartier, on va dire, et la Sagrada Familia avec des prismes, à la fois avec des appareils à l'extérieur, comme vous le voyez, et aussi à l'intérieur de la cathédrale. Voilà. Alors, tout ce qui est déformation du sol, déformation des structures, tous ces paramètres sont importants. Maintenant, ce qui est aussi de plus en plus important, c'est l'impact qu'il peut y avoir sur les riverains. Tout ce qui est bruit, vibration, la poussière, toute la pollution engendrée par les chantiers deviennent un vrai sujet par rapport aux chantiers urbains. Donc de la même façon, on a des capacités de mesurer, de partager l'information d'ailleurs avec toutes les parties prenantes, de manière à bien, et c'est important, communiquer et montrer la maîtrise du chantier en temps réel. Voilà. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, donc, je vais faire un focus sur une technologie de monitoring à partir de satellites. Alors, pour synthétiser, on va dire, le principe, c'est qu'il y a des satellites qui sont à peu près, je crois, 800 km d'altitude, qui tournent, il y en a plusieurs. Ils sont équipés de ce qu'on appelle un radar. Hein. Ce n'est pas des appareils photo, c'est des appareils qui mesurent, qui prennent des surfaces
de la Terre à partir d'un radar, c'est de l'interférométrie radar. Et donc nous, on a au sein de Sixsense une chaîne informatique, on achète ces images radar, on les transforme pour transformer cette donnée enfin cette image radar en données de mouvement de la surface du sol. Alors, rapidement, il y a plusieurs avantages à cette technologie. Dans le désordre, un avantage, c'est qu'on peut remonter dans le temps. C'est-à-dire que les satellites tournent depuis une dizaine d'années et ont pu acquérir des images qui ont été stockées. Et quand on a un phénomène, sans avoir eu l'idée que c'était important de monitorer à cet endroit-là, on peut reprendre ces images, les traiter pour comprendre quelle a été l'évolution du phénomène. Alors bien sûr, il n'y a absolument pas besoin d'aller installer quoi que ce soit. Le radar, lui, a des points de réflexion sur les points naturels de la ville, tout ce qui est toit, trottoir, balcon, etc., sont autant de points de mesure qui nous permettent de faire du monitoring. Bien sûr, une grande échelle, une grande densité de points et une précision relativement intéressante dans notre métier, de l'ordre de 3 mm. Alors, ce n'est pas du temps réel. Aujourd'hui, le nombre de satellites nous permettent d'avoir une image à peu près tous les 10-11 jours, ce qui est quand même relativement fréquent. Il y a encore peu de temps, c'est qu'une fois par mois. Mais on sait que d'ici 2-3 ans, on aura de plus en plus de satellites équipés et on peut arriver, je pense, à une mesure quotidienne qui permettra de faire à notre échelle pratiquement du temps réel compte tenu de la vitesse des phénomènes. Hop. Alors ça, c'est une image de notre chantier à Londres, Crossrail, et on voit très nettement la trace du tunnelier, l'impact que le tunnelier a créé sur la ville. Donc ça permet aussi de caractériser ce qu'on appelle la zone d'influence, qui permet de pouvoir se prémunir d'ailleurs de riverains qui pourraient venir, qui habitent un peu loin de la zone de travaux, qui pourraient dire mais oui, mais nous on a des problèmes, notre bâtiment a bougé. Mais non, regardez, vous êtes en dehors de la zone d'influence, on en a la preuve grâce à cette technologie. J'entends pas. Pardon. À la poussière? Non, c'est pas par rapport à la poussière. C'est quelle information qu'on voit C'est des mouvements. Ah, les mouvements. C'est des tassements ou des soulèvements du sol pris à partir de satellites. D'accord? C'est-à-dire que, je reprends, le satellite est équipé de capteurs radar, le radar, je reviens en arrière si je peux. Non, c'est bon le radar. Voilà, le radar, vous voyez, mesure une distance entre le satellite et la surface. Et par différence entre des passages, il détecte un mouvement relatif de la surface. D'accord. Okay. Hop. Voilà. Alors, pour continuer à illustrer le sujet, donc on est toujours à Londres et on est dans c'était dans le cadre Crossrail, on fait un focus pour démontrer aussi plus précisément la précision et la façon dont ça fonctionne. Donc, si vous connaissez Londres, là, on reconnaît l'aéroport de London City. Et donc, on est à une partie du projet de Crossrail, un endroit où il a fallu faire beaucoup de pompage pour construire le projet. Donc, le pompage, on pompe l'eau dans le sol, et naturellement, ça provoque des mouvements en surface. Donc là, le mouvement est là. Donc, entre 2014 et 2019, vous allez voir que donc, très clairement, il y a une zone de pompage, une période de pompage entre 2014 et 2016 pour après revenir à la stabilité. Et on va le voir au fur et à mesure. Donc là, on est en 2013, tout est vert, pas de mouvement. En fin 2013, on commence à faire des travaux, il commence un petit peu à pomper. Les travaux augmentent, on voit très, très clairement l'influence du pompage sur les tassements en surface. Ainsi de suite, 2014, on continue, ça devient de plus en plus rouge. Voilà, jusqu'à ce que les pompages s'arrêtent, puisque les travaux ont été finis, ils arrêtent de pomper l'eau, l'eau revient et reconditionne le sol, et on revient pratiquement en 2016 à un état. Voilà. Bon, bien sûr, il reste toujours de l'empreinte.
Ben là, il y a une échelle. Alors bon, vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est les mouvements en millimètres. Donc, bon, ben, en fonction de l'échelle. Donc, on parle de... Ben là, vous avez aussi l'échelle sur le côté. Donc, les tassements ont été jusqu'à de l'ordre de 20 mm. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, au-delà purement du mouvement en général, on peut aussi trouver d'autres informations. Bon, bien sûr, on détermine quelle est véritablement la zone d'influence du tunnelier, qui est évidemment, pas du tunnelier, des travaux, pardon, qui est évidemment plus grande que ce qui était prévu. On a eu des grands tassements qui ont pu atteindre 35 mm dans certains cas. On a donc pu bien déterminer quelles sont des zones de tassement plus importantes que d'autres. On a un autre projet, là, le 4, on a un autre projet qui est en train d'être construit, qui s'appelle l'e-tunnel, qui en même temps a été monitoré, puisqu'on était sur Crossrail. Et alors, on a sur le point, le 5, là sur le côté, je ne sais pas si vous allez bien voir, là il y a un pointillé, on détermine très clairement la faille dans le sol de Londres, puisqu'on voit qu'il y a un comportement différent, alors que le pompage a quand même touché une zone importante. Et donc ça prouve bien que la faille est active pour pouvoir délimiter la zone de tassement provoquée par les pompages. Voilà. Alors, pour résumer, je passe rapidement. On a donc fait un bon système de monitoring sur un chantier, pendant un chantier de construction d'un tunnel, surtout en site urbain. C'est finalement un mélange de différentes technologies qui se complètent les unes les autres. Si on fait un radar, je ne sais pas si vous voyez bien du fond, mais donc les caractéristiques, c'est la densité, la surface couverte, le coût, le rapport coût-intérêt, la fréquence, la précision, la flexibilité. Alors la mesure manuelle, on a des géomètres encore sur le chantier, ça permet quand même d'être très flexible. On peut aller juste derrière le bâtiment ou dans la cour, donc on est très flexible. On peut facilement aller récupérer des points de mesure. C'est précis, il n'y a pas de doute. Par contre, ça coûte assez cher. Le point de mesure est directement lié aux moyens humains que l'on met en place. Ça couvre une surface très limitée. Chaque point de mesure est directement pris par la personne. Le système automatique, lui, est aussi précis, avec une grande fréquence. On est en temps réel, on peut faire des mesures toutes les secondes, 10 minutes, 5 minutes, comme on veut. Et donc, par contre, c'est pas aussi flexible que la mesure manuelle. Donc voilà, ça a des inconvénients. Et enfin, le système apporté par les satellites, lui, apporte une grande densité de points, apporte une zone importante couverte à partir des mesures prises par satellite. Par contre, la fréquence, comme je l'ai dit, n'est pas en temps réel, c'est tous les 10 jours. Et la précision est un peu moindre. Hein. 3 mm, ça suffit, mais ce n'est pas aussi précis que la mesure manuelle. Donc voilà, la somme de tout ça permet d'avoir une véritable maîtrise du monitoring d'un chantier de construction. Troisième partie, le Systera. Alors Systera, c'est une technologie innovante qui est en cours d'ailleurs de validation au sein de la Tunnel Factory, avec Marc, qui consiste... Alors la technologie, c'est la géophysique. La géophysique, ça consiste à faire finalement, comme en médecine, une radio du sol sans aller sans ouvrir le sol. Alors il y a différentes technologies, différents moyens. Un moyen assez classique, c'est la sismique. C'est utilisé dans le pétrole pour aller chercher les zones potentielles de réservoirs de pétrole. On fait des fortes vibrations en surface, ça envoie des ondes dans le sol. Ces ondes se réfléchissent, se réfractent, remontent à la surface et est enregistrées par un certain nombre de capteurs qu'on appelle des géophones. Après, par traitement, on essaie de déterminer la structure du sous-sol. Bon, ben ça, c'est la même chose qu'on utilise en ville, seulement on ne peut pas provoquer des vibrations fortes. Si on commence à faire vibrer les bâtiments, ça va poser des problèmes avec les riverains. Et donc, on a maintenant la capacité d'utiliser la vibration naturelle de la ville. La vibration naturelle apportée par la ville, les voitures, les piétons, le tunnelier qui est en train d'avancer provoque des vibrations. Et ces vibrations, on les enregistre avec ces fameux petits géophones qui permettent, comme je l'expliquais, récupérer ces ondes pour faire un traitement et déterminer la nature du sol.
Alors, un exemple. Donc là, on est sur le Grand Paris, la ligne 14, la partie nord de Paris. Et donc, ce quartier est sur le passage du tunnelier. Et on sait qu'il y a une zone, a priori, de terrain faible. Et il fallait caractériser quel était le volume de ce terrain. Donc on a déployé un réseau de géophones en surface. On a laissé pendant une dizaine de jours, pris les mesures à partir des vibrations. Donc ça, c'est le passage, ça c'est la route que le tunnelier doit suivre. Et donc on a bien déterminé cette fameuse zone de terrain faible qu'il a fallu traiter par injection avant que le tunnelier passe par cette zone. Voilà, donc c'est la même chose vu en coupe. Du passage, il fallait absolument traiter un risque d'effondrement ou de tassement important de la surface au passage du tunnelier. Bon, pour finir, je l'ai dit, je le redis et je conclue là-dessus, toute cette technologie génère beaucoup de données, et la donnée est, tout le monde le dit, c'est le pétrole du XXIe siècle. C'est fondamental, c'est un capital, c'est fondamental de l'acquérir, de la maîtriser, de la manager et de l'exploiter. Après, ça donnera des tas de capacités, intelligence artificielle, traitement, big data, etc. Donc, pour cela, on a donc un logiciel qui s'appelle Beyond, qui permet de faire l'acquisition en temps réel des données sur le chantier, qui permet certainement aussi, à terme, sur le système qui a été présenté avant, de visualiser les réseaux enterrés en 3D, etc., sur cette même plateforme. Le tout permettant, évidemment, aux personnes en charge responsables des projets, de vraiment maîtriser la complexité de leur projet, de pouvoir vraiment partager l'information et pouvoir ensuite, et la sécurité fait partie des sujets, exploiter tout ça pour améliorer nos processus de construction et d'exploitation des ouvrages. Parce que la donnée qui est enregistrée pendant la construction, évidemment, reste disponible et peut être utile à l'exploitation des ouvrages à venir. Bon, alors quelques slides pour montrer. Alors, on est sur le Grand Paris, on est sur Éole, là, à la Défense. Donc voilà, des vues que permet notre logiciel Beyond. Donc la construction d'une station sous le CNIT, sujet un peu compliqué. On voit en 3D, ça permet de se promener dans le projet, de voir les sondages de reconnaissance, etc. Donc ça, c'est une coupe sur le projet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean Guillain pour cette troisième et dernière intervention. Alors du coup, vous avez eu des petites questions pendant votre présentation, mais peut-être qu'à l'issue de celle-ci, vous en avez encore d'autres. Donc n'hésitez pas, on a un dernier temps pour poser les questions. Puis après, bien entendu, vous serez libre de poser vos questions à l'ensemble des intervenants à l'issue autour d'un café. Voilà. Donc, monsieur. Oui, bonjour, Nicolas Janico, Bouygues TP. Est-ce que vous diriez que votre métier commence à se transformer en quelqu'un qui commence à plutôt acquérir de la donnée et aujourd'hui à l'exploiter? Est-ce que justement des data scientists ou d'autres disciplines viennent et est-ce que vous allez offrir des capacités à vos clients d'analyse de ces données-là? C'est effectivement ça. On est passé d'un mode, quand on a commencé il y a plus de 20 ans, où on faisait vraiment la mesure pour déterminer ce qui se passait en temps réel, pour que cette mesure, cette information soit justement exploitée pour arriver à faire du prédictif. Ce qu'on veut, c'est vraiment passer du mode analytique au mode véritablement prédictif avec toutes les technologies. Alors on n'y est pas encore, hein, on est en train de se construire, mais c'est bien comme ça qu'on voit l'avenir, absolument. Très bien. Oui, vous évoquiez la possibilité pour quelqu'un qui fait un tunnel de se dédouaner un petit peu de dommages allégués par des... C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui constate des dommages chez lui et qui dit ah bah, c'est à cause du tunnelier qui est à côté, de montrer que c'est pas le cas. Alors, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous pensez que vous êtes susceptible de convaincre quelqu'un qui est dans cette situation que non, pas du tout, il n'y a eu aucun problème, ça a été mesuré d'un satellite,
la première question. Et question subsidiaire, est-ce que si ça vient devant la justice, est-ce que vous avez déjà été confronté à ça et est-ce que vous êtes susceptible de convaincre également la justice? Alors non, on n'a pas été encore confronté à nous retrouver devant la justice et faire les démonstrations et la preuve et arriver à convaincre. C'est un élément qui participe, on va dire, à la discussion et à démontrer. Maintenant, c'est pas une preuve absolue. Si quelqu'un arrive en disant que son immeuble s'est enfoncé, qu'il a pu ouvrir ses portes ou ses fenêtres et que c'est à cause des travaux, bon, il y a cet élément qui participera à déterminer si véritablement il peut avoir été impacté par les travaux. Maintenant, c'est pas une preuve absolue, hein. Soyons tout à fait clairs là-dessus. Bon. Mais on sait que c'est pas nous, de toute façon, nous on fournit, on est une société de service, donc c'est le maître d'ouvrage qui se retrouve confronté à ce genre de choses et devoir gérer ces problèmes-là avec les riverains. Attendez, madame, d'avoir le micro, tout simplement, parce que nous avons une retransmission en live sur Facebook et que sans le micro, on ne vous entend pas. Ah, d'accord. Voilà. Moi, j'avais une question vraiment très proche de celle-là, mais en fait, est-ce qu'avec vos clichés, là, super intéressants et très minutieux, est-ce que vous arrivez à infléchir les décisions dans un cadre d'un projet ? Rien que de les infléchir, peut-être même pas d'aller en justice ou quoi que ce soit, mais de dire, bah, là, moi, elle m'a impressionné, hein, la ligne 14, je ne sais pas où elle va, mais tout rouge comme ça, ça m'a impressionné. Je me suis dit, mais est-ce que quelque part, ça a changé le trajet du tunnelier, quoi? Alors ça aide véritablement à piloter les projets, les travaux. C'est-à-dire que ces informations sont évidemment directement à la disposition et faites pour servir les entreprises générales qui, en fonction de ces paramètres, prennent des décisions. Est-ce que le tunnelier doit s'arrêter? Nous, on a eu des chantiers. C'est pas nous qui prenons la décision. C'est pas nous qui leur disons, compte tenu de ce qui est en train de se passer, arrêtez votre tunnelier. Parce que ça coûte très cher. C'est pas à nous de le faire. Non, non. Nous, on a une société de services. À ce niveau-là, on a une maîtrise de la technologie. Il y a des ingénieries, il y a des entreprises générales qui prennent leurs responsabilités. Mais sur des projets, en Espagne, entre autres, où vraiment, ils étaient vraiment attentifs sur ce qui était en train de se passer. Ils voyaient que ça tassait, mais ils essayaient, jusqu'à un moment donné, ils ont dit, hop, on arrête, là, le tunnelier, on est en train vraiment d'aller trop aux limites des capacités de mouvement en surface. Après, c'est une décision compliquée parce qu'un tunnelier qui est arrêté, ça coûte cher. Donc parfois, il faut compenser. Sur Toulon, il y a eu... alors, ce n'était pas au tunnelier, c'était la méthode traditionnelle, mais ça a été aussi très important et toutes les parties concernées, c'était que les entreprises générales, le maître d'ouvrage, hein, la ville de Toulon, tout le monde était hyper attentif sur tout ce qu'on pouvait leur donner comme élément pour piloter le projet. Très bien. Bonjour. Pour revenir à Systera, je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez pensé à des futurs développements qui sortiraient de votre domaine pour aller utiliser ce système, justement? Enfin, parce que quand vous avez expliqué ça, ça m'a semblé intéressant. Je me suis dit qu'il y a peut-être d'autres domaines où ça pourrait être utilisé, que ça pourrait être intéressant. Oui, bon, alors pour le moment, on est effectivement focalisé dans notre monde naturel, je dirais, de la construction et principalement des problèmes de sol, mais je pense que ça peut être développé ensuite dans le monde minier pour caractériser les différentes couches en posant ces capteurs. Bon, faut encore, voilà, ça peut être une façon de mesurer. Mais ceci dit, la géophysique offre toute une gamme de mesures qui sont déjà utilisées dans d'autres domaines, hein, que ce soit la sismique, bien sûr, la gravimétrie et autres technologies. Donc aujourd'hui, c'est surtout fait pour être utilisé dans le cadre de sites urbains où on ne peut pas tellement mettre de technologie. Alors typiquement, vous voyez, sur le métro de Rennes, qui a été fait dans un terrain très compliqué. Il fallait passer sous des quartiers, sous des pâtés de maisons sous lesquels on ne pouvait pas ni mettre de capteurs, ni de forage, ni même de pouvoir mettre de la géophysique à travers, avec des technologies directement sur la surface. Donc le fait de pouvoir mettre un réseau de géophones autour du quartier, les enregistrer, permet de déterminer la nature du sol
sous un pâté de maison, si vous voulez. Voilà. Donc c'est typiquement ce genre d'application. Je ne sais pas si vous avez, vous, des idées en tête de cette... Si vous avez posé cette question, c'est que vous aviez certainement une idée, mais je ne sais pas laquelle. Moi, je suis prêt à partager avec vous le genre d'application qu'on peut trouver pour Systera. Excusez-moi, c'est vraiment la possibilité d'utiliser les vibrations de la ville pour capter des données qui me semble vraiment très intéressant, quoi. C'est juste ça. Je pense qu'il y a vraiment des applications autres qu'on puisse avoir au-delà même de la construction qu'on puisse avoir là-dessus. C'est vrai que durant la semaine, là, on parle beaucoup de la ville et l'impact urbain futur de la ville. Et je pense que ça pourrait peut-être servir aussi sur d'autres solutions, quoi, tout simplement. Effectivement, je pense que la construction est une étape. L'exploitation des ouvrages est la suivante. Un ouvrage dure au moins 10 fois la durée qu'il a fallu pour le concevoir et le construire. Donc, pouvoir suivre des informations, l'évolution de l'ouvrage dans son environnement à partir de ces sources est une piste à explorer. Voilà. Bon, par étapes, commence sur la construction et on verra après pour l'exploitation. Oui, je pense que de toute manière, toutes ces discussions-là peuvent être poursuivies autour donc, de notre buffet matinal. En tout cas, je vous remercie à tous. Merci Jean Guillain d'être... Vous pouvez l'applaudir. Donc, je vous remercie à tous d'être venus ce matin. Je vous rappelle juste les prochains rendez-vous de Building Beyond qui se poursuit donc jusqu'à jeudi prochain. Ce soir, nous avons donc une conférence sur comment construire une ville légère, une ville éphémère, comment penser l'urbanisme transitoire, comment construire peut-être demain avec une architecture qui soit modulaire. Donc penser le changement et l'évolutif avec notamment la géographe américaine Kiri Rohrmeyer qui viendra nous parler de Burning Man. Et demain matin, une nouvelle session de solutions à découvrir sur des solutions pour transformer le chantier. Donc vous aurez des journaux digitaux de suivi de chantier ou encore de la réalité virtuelle pour les travaux. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée.